Joël Deronay, scientifique, prospectiviste, écrivain, conseiller du président d'Univers Science, président de Biotics International, spécialisé dans les nouvelles technologies, à me rejoindre. Jean-Louis Chaussade. Joël Deronay, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous avez un micro? Oui, on va vous en passer un. Joël, vous êtes l'auteur d'un livre très récent qui s'appelle « Je cherche à comprendre », sous-titre « Les codes cachés de la nature ». Alors moi, je cherche à comprendre avec la tribune, la ville, quels sont les codes cachés de la ville. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, est-ce qu'avec l'urbanisation qui explose, il faut se réinventer la ville, repenser la ville, pas seulement d'ailleurs dans cette logique hyper technologique, qui peut être une vision qui fait peur, mais également une vision, comme on a essayé de le présenter depuis hier ici à la mairie de Paris, une vision inclusive, une vision sociale, une vision résiliente pour le prospectiviste que vous êtes. Comment on réinvente la ville au XXIe siècle? Alors, les codes cachés de la nature, c'est nous, les humains et l'intelligence humaine. Il faut arriver à exprimer l'intelligence humaine dans la ville, qui est un énorme système complexe, et faire en sorte que nous puissions, notamment, comme vous venez de le dire, par les technologies du numérique, être capables de nous exprimer, c'est-à-dire de changer la ville de bas en haut et pas seulement du haut en bas. Je rappelle ce que l'on ne dit pas suffisamment, à mon avis, que la ville est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. Je répète, le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite, un organisme global dont nous sommes des cellules. C'est un organisme vivant qui modifie son écosystème et son écosystème le modifie en retour. Donc pour que l'intelligence humaine puisse, dans la ville, trouver tout son sens, dans l'intérêt de tous ceux qui y vivent et dans l'intérêt du pays, il faut que nous arrivions à ubériser la ville, si je peux emplanter ce terme à la mode, c'est-à-dire ubériser la ville, c'est-à-dire reprendre le pouvoir par la désintermédiation de beaucoup de structures verticales, en coordination avec ces structures verticales, de manière à ce que le numérique puisse nous aider à nous exprimer dans l'intérêt des uns et des autres. Donc, ubériser la ville et surtout être capable d'avoir des capteurs qui nous permettent de savoir ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans les villes, on a des capteurs qui nous donnent le trafic, qui nous donnent la pollution, qui nous donnent l'heure sur les grands bâtiments, mais on n'a pas suffisamment d'informations, de feedback. On ne peut pas gouverner, on ne peut pas expliquer une gouvernance collective sans feedback, sans interrelation. Donc voilà, je prône pour une ubérisation par les citoyens intelligents d'une ville communicante, interactive, impliquante et bien entendu durable. Et je donnerai des exemples de ce qui est en cours en ce moment dans le monde. Juste pour prolonger le dialogue avec vous sur ce point, on dit beaucoup la ville des flux, les flux de la ville, c'est-à-dire la ville aujourd'hui pourrait se représenter par ses données, les données personnelles, multiples, aujourd'hui par millions, par milliards qui circulent, que les groupes, on va en parler avec Jean-Louis Chaussade, les grands groupes qui sont dans les services publics, mais de façon générale, tous les grands groupes qui travaillent avec la ville ont. Est-ce que, au travers de ces flux, la question principale, c'est pas plutôt celle des interactions entre les individus à laquelle il faudrait s'intéresser? Alors, je ne veux pas tout ramener à la biologie, mais l'organisme vivant nous donne des exemples extraordinaires d'intégration et de communication décentralisée. Il y a 3 systèmes dans l'organisme vivant qui fonctionnent ensemble. C'est le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal. Nerveux, immunitaire, hormonal. La ville, d'une certaine manière, a un système nerveux, ce sont les réseaux de communication, Internet, les réseaux sociaux, etc. Un système immunitaire de défense, de protection, et un système hormonal d'échange d'informations qui conduisent au loisir, au plaisir, à la rencontre, au travail, etc. Donc la ville doit trouver les moyens, par des capteurs, de faire en sorte que l'information est réaffichée aux gens. Je le dis aussi pour le monde politique. Je dis que nous avons des systèmes d'évaluation collective de ce que nous faisons. C'est un bulletin dans l'urne, c'est un référendum, ce sont des sondages d'opinion qui nous renvoient un peu ce que nous pensons. Mais il n'y a pas de système collectif de retour d'informations en temps réel, si c'est nécessaire, qui nous permet de savoir collectivement ce que nous faisons. Ce système manque.
Or, le numérique et les technologies intégrées du numérique vont le permettre de plus en plus. Donc, pour la ville, il nous faut, pour les flux dont vous parlez, être capable d'avoir des capteurs. On a des capteurs pour les flux de trafic de voitures. On a des capteurs pour les flux de changement de température ou de météorologique. Mais on n'a pas du tout de capteurs et de renvoi sur des écrans, à quel endroit, sur nos smartphones, sur des affichages publics. Tout est à créer et à inventer pour nous dire en temps réel ou en temps différé, selon les cas, ce que nous sommes tous en train de faire collectivement en ce moment pour l'intérêt de la ville et notre intérêt de citoyen. Merci Joël, on va revenir à ces questions. Jean-Louis Chaussade, Suez, qui est un grand groupe évidemment complètement inclus dans la ville, puisque vous fournissez pratiquement tous les services, en tout cas essentiels, dont on a besoin pour vivre dans une ville, l'eau, le traitement des déchets. Quelle est votre vision par rapport à ce que vient de dire, et la présentation peut-être pour dialoguer avec lui, que vient de faire Joël de Ronet, de la ville du futur? Est-ce qu'on peut inventer une ville qui soit productrice de ses propres ressources, qui soit plus sobre, plus économe, grâce notamment à cette révolution numérique, tous ces capteurs qui vont nous permettre de travailler peut-être et de vivre différemment demain? D'abord, je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule révolution, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait que la révolution numérique, mais que je pense qu'il y a aussi une révolution de la ressource. C'est-à-dire que si nous sommes demain 9 milliards d'habitants sur la planète, 9 ou 10 milliards, si on est principalement urbain, puisqu'on sera urbain à 2/3, il y aura à peu près 600 villes, pour vous donner un ordre de grandeur, 600 villes qui vont à peu près représenter 60% du PIB mondial. C'est-à-dire que véritablement, l'emprise de la ville sur la société, sur l'économie, devient extrêmement prégnante. Et donc son organisation est absolument clé si on veut vivre dans une certaine harmonie. Alors pour reprendre votre question, d'abord moi j'ai deux idées assez simples sur la ville. La première, c'est que si la ville n'est pas capable de fournir en partie ses ressources, elle aura du mal à vivre, parce que tout simplement, elle va sinon devenir un espèce d'énorme trou noir qui va capter des ressources et de l'énergie, alors il faut absolument qu'elle soit capable, au contraire, d'en transmettre. Donc oui, moi je suis de ceux qui pensent que la ville est capable de fournir une partie de ses propres ressources. On peut donner un certain nombre d'exemples dans ce domaine. Elle peut, lorsqu'on gère par exemple ses déchets, les réutiliser en partie pour la ville, sous forme d'énergie par exemple. Donc je suis convaincu qu'elle doit réfléchir, en énergie c'est évident, elle va s'équiper progressivement de systèmes qui vont faire que les bâtiments vont être à énergie positive, et c'est vrai pour les villes, même si la transformation est extrêmement lente. Dans toute une série de domaines, on verra que la ville est capable de produire une partie de sa propre consommation, et je pense que c'est un élément clé des villes de demain. Maintenant, dans le côté inclusif, c'est mon deuxième sujet, je pense aussi qu'il faut bien réfléchir à ce que sont les villes et ce qu'elles ont été. Moi, ce qui m'a frappé dans nos métiers, que ce soit d'ailleurs principalement à l'international, c'est quand même que le centre des villes ou le cœur des villes ont des services, on va dire, de bonne qualité, et la périphérie a des services généralement de pauvre qualité, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes d'alimentation en eau. Le nombre de villes qui n'ont pas d'alimentation en eau courante à la périphérie était absolument considérable. Et si on veut rentrer dans des villes qui soient des villes acceptables, humaines, inclusives, sociales, il faut que la qualité des services publics soit la même dans toute la ville, qu'elle soit au centre ou à la périphérie. Donc moi je suis de ceux qui pensent que produire ses propres ressources, être capable de fournir des services de bonne qualité à l'ensemble de la ville qui va faire 10, 15, 20 millions d'habitants. Dans l'horizon 2040-2050, vous aurez 40 à 50 mégapoles qui auront plus de 10 millions d'habitants. Ça, c'est un élément clé, je dirais, de la vie sociale du XXIe siècle tel que je le conçois. Alors dans l'inclusion, il y a aussi évidemment dans cette dimension sociale des éléments peut-être qui ont déjà commencé avec tous ces capteurs que tous les groupes tels que le vôtre peuvent installer. Vous pouvez croiser les données, travailler avec la ville pour essayer de croiser les données sociales par exemple,
dont dispose la ville et les données sur la consommation d'énergie ou d'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble une innovation sociale possible demain? Alors c'est une innovation nécessaire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'eau en est un excellent exemple, les ressources, la capacité que nous aurons à consommer de la ressource va être plus limitée que dans le passé. Et donc mesurer sa consommation sous une forme ou sous une autre, c'est devenu un élément essentiel. Donc on est capable aujourd'hui de gérer en temps réel la consommation d'eau, la consommation d'électricité ou de gaz. On est en temps réel capable de mesurer la quantité de déchets produits par une maison, par un individu. On met des capteurs un peu partout. Je pense que la première nécessité, c'est de mesurer ce qu'on consomme et d'être capable de le moduler. Donc oui, il faudra que les villes se dotent de systèmes que je qualifierais assez performants, dans lesquels elles auront défini les 4 ou 5, je dirais, services, éléments essentiels. Ce n'est pas les mêmes dans toutes les villes. Prenez une ville comme Mexico, son problème numéro 1, c'était la sécurité. Prenez une ville comme Singapour, son problème numéro 1, c'est l'eau, etc. Et donc il faudra définir les 3, 4, 5 grandes priorités et à partir de là, essayer de les gérer en temps réel et en commun, parce qu'elles auront des interférences les unes sur les autres. Donc les capteurs, certes, mais c'est l'utilisation des capteurs, c'est la maîtrise de la consommation de matières premières, c'est le fait qu'on sensibilise la population au partage à travers tous ces éléments et toutes ces informations que le big data, que le digital va nous permettre de mettre en œuvre. Joël, juste un mot sur les capteurs et ensuite on poursuit le tour de table. D'accord avec Jean-Louis Chaussade sur la ville ressource, mais il faut aussi distribuer. C'est-à-dire qu'avec des bâtiments à énergie positive, les gens peuvent redistribuer de l'électricité entre eux. C'est le cas à Brooklyn en utilisant ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain est un système de désintermédiation qui permet aux gens non seulement de mesurer ce qu'ils envoient aux autres, mais de se faire payer de manière absolument sécurisée en retour. Donc là, il y a aussi les ressources, mais il y a aussi la distribution de ce que l'on produit vis-à-vis des autres. Et grâce à des éléments de désintermédiation dont je parlais tout à l'heure, comme la blockchain, ça devient possible dans la ville. Christian Nibourel, vous êtes ici à la fois en tant qu'Accenture, mais également Paris, Île-de-France, capitale économique. Une des dimensions importantes de votre action, c'est l'attractivité de la ville de Paris, du Grand Paris. On sait que, évidemment, c'est un sujet de préoccupation majeure à l'heure du Brexit et à l'heure de la bataille, la compétition entre les villes-mondes. Est-ce que cette dimension d'inclusion sociale, justement, dont on parle depuis hier, c'est-à-dire Anne Hidalgo parlait de pragmatisme hier en disant, finalement, c'est le double effet qui se coule, comme on dit, c'est win-win, s'occuper d'inclusion sociale, ça permet de rendre la ville plus vivable et donc plus attractive. Est-ce que c'est, vous qui représentez aussi les milieux économiques, votre vision de la ville inclusive ? Oui, de toute façon, un des facteurs d'attractivité des grandes villes et des grandes métropoles, c'est aussi l'inclusion. C'est l'inclusion et c'est la diversité. Bon, on le voit avec Londres. Hein, pas besoin Londres l'avait peut-être un peu oublié pour les plus pauvres. Londres l'avait oublié pour les plus pauvres, mais c'est de toute façon un phénomène qui va grandissant. On voit bien que c'est un facteur d'attractivité dans les études que l'on fait avec Paris Capitale Économique, où effectivement cette dimension ressort, alors avec d'autres, mais c'est une dimension qui est importante. Et puis de toute façon, je crois que c'est le sens de l'histoire face aux défis. Jean-Louis Chaussade parlait des défis énergétiques, des déchets, de l'eau, qui sont des défis importants. On citait tout à l'heure aussi le défi de l'immigration et des réfugiés. Ça, c'est effectivement un phénomène et qu'il faudra gérer sur le long terme. Si les réfugiés, par rapport aux problématiques de guerre en Syrie, sont un phénomène qui est dramatique et qui est là, mais l'immigration sera un phénomène de fond. On le sait, il faudra bien le gérer. Cette capacité à intégrer, cette capacité à faire vivre ensemble l'ensemble des populations est un élément clé d'attractivité, c'est clair. Si vous voulez, la dimension inclusive aujourd'hui, c'est quoi? Si on veut faciliter l'inclusion, il faut faciliter et fluidifier la mise en relation entre l'ensemble des acteurs de la ville, que ce soit les entreprises, que ce soit les citoyens, que ce soit les associations. Tous les acteurs de la ville doivent effectivement échanger des informations et travailler ensemble et redonner une participation aux citoyens et à l'ensemble des acteurs. C'est ça qui est important et c'est ce qui permet aussi de porter l'intérêt général et de redistribuer l'intérêt général pour qu'il ne soit pas porté uniquement par le pouvoir public.
Comment est-ce que vous pourriez inventer, vous qui, encore une fois, je le dis, représentez plutôt le monde des entreprises, la ville inclusive aussi pour les entreprises? La question de l'emploi est quand même au cœur du développement de nos villes. Jean-Louis Chaussade ne l'a pas dit, mais je sais qu'il le pense, il pourra le redire. La ville, comme ressource, peut créer aussi ses propres emplois. C'est là où, effectivement, essayer de réinventer par les nouvelles technologies, par le travail sur le développement durable, peut permettre de générer finalement des activités auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on voyait plutôt la ville comme un immense gaspillage. Donc du point de vue des entreprises, est-ce que votre vision du futur sur la vie dans ces grandes villes, l'accès, la mobilité, l'emploi est plutôt optimiste ou plutôt, comme certains le sont, pessimiste en disant c'est très difficile quand même, c'est une grande complexité la ville? La ville est une grande complexité, mais il y a quand même un phénomène, Joël de René l'a dit, Jean-Louis aussi, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'innovation, autour du numérique et de la digitalisation. Ça, c'est un formidable accélérateur de transformation des villes qui permet aussi à l'ensemble des acteurs de la ville de participer à sa propre destinée. Ce qu'a fait Anne Hidalgo, Jean-Louis Misica au niveau de la ville sur le budget participatif est un bel exemple. Bon, alors le numérique permet de le faire. Les citoyens peuvent poster des projets, peuvent les noter, et puis on décide d'affecter des budgets à ces projets citoyens. Voilà un exemple. Donc, je crois que l'innovation est un facteur réducteur d'incertitude. Le numérique est un formidable accélérateur, on dit enabler en anglais, sur ce développement et cette inclusion. Je prendrai l'exemple de ce que nous on a fait en Hollande, puis pour essayer de décaler un peu et donner un autre angle sur l'immigration. Avec une quarantaine d'entreprises, on a développé une plateforme pour traiter les problèmes des réfugiés. Ça s'appelle Refugee Talent Hub, où on arrive à identifier les talents des réfugiés et d'offrir, les entreprises peuvent offrir à l'intérieur des villes du travail. Bon, nous, on a déjà pris une quinzaine de réfugiés dans ce domaine-là. Ça, c'est permis par la technologie et l'innovation. Il faut savoir, je dirais, la mettre en œuvre dans des plans de résilience de la ville, comme ceux qu'on a fait d'ailleurs pour la ville de Paris. Merci. Michael Blake, d'abord, on est ravis de vous avoir. Vous venez de loin, vous venez de New York pour nous voir, et vous venez d'un district de New York qui a été l'un des plus pauvres, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, qui est connu dans les films américains comme celui où il y avait le plus de criminalité, on tirait par arme à feu dans South Bronx. Donc vous êtes aujourd'hui membre de l'Assemblée du South Bronx, et ça serait intéressant dans cette question de la ville inclusive, de l'inclusion sociale, que vous nous disiez un petit peu. Hier, on avait l'exemple de la ville de Medellín, qui a connu aussi des drames et une criminalité absolument terrible, et qui a réussi, par l'inclusion sociale, par un certain nombre d'innovations, à traiter ce problème. Comment, à New York, dans le South Bronx, vous avez transformé ce district, et est-ce qu'aujourd'hui on peut s'y promener tranquillement le soir? You can walk peacefully at night, you can dance to our hip-hop, you can enjoy our Yankees, you can have a good time. So we invite everyone to the Bronx. C'est même un quartier à la mode. That's right. Yeah. C'est le nouveau quartier à la mode. Absolutely. Hello, good morning, buenos dias and bonjour to all that are here. My name is Michael Blake. I'm an assemblyman in the Bronx, New York. And first, thank you to Mayor Hidalgo and Gutierrez, and obviously to Nico and PGT and all that invited us on here today. Allow me to set some very quick context to then dive into the direction that we've been going and the progress we've been making. The Bronx is the most diverse county in America now. There's an 89.7% likelihood that any two people you meet at random will be a different ethnicity. 1.46 million people live in the Bronx. Within our district, 139,000 people itself in a 30-block radius. And so many times, you're hearing about the yesteryear. You're hearing about the Bronx is burning from the 70s. You're hearing about Fort Apache and these other elements. And in so many ways, in the exact same way that we talked about yesterday with Medellin, when they're saying what the perspective was before,
and the conversation of the phrase that you hear of "C'est la Bronx," those are phrases that we wanted you to have of before. What we're thinking about now is that we're building a better Bronx, and the transition and the progress that we've been making in this way. Why? Because we have the largest West African population outside of West Africa in the world within our district. Why? Because we have a majority Latino district of 53% or Latino within our district. So what have we been able to do to make that transition? First and foremost, we have to understand that jobs is everything. And you have to create economic opportunity. And when you're in a scenario where 39% of our residents 25 and older didn't have a high school diploma, when you're in a scenario where the area median income was only $24,000 when we came in, or 7% unemployment, 9.5% underemployment, we had to create jobs immediately. And so our vision for the district is called 3-2-1. 3 for the 3 E's of economic development, education, and equality for all. 2 for the 2 paths to achieve the 3 E's. Creating opportunities economically through minority and women-owned businesses, and let's make sure when we have more panels, we have more women, so we have diversity up here as well. And then secondly, making sure we're also going from the cradle to the career, so we have an education opportunity in that manner. So the one is the one goal of how to transform the Bronx into an urban metropolis of the world. So what have we been able to do very quickly? We changed legislation for minority and women-owned businesses across the state. So any business that's below 200 employees effective next year that's doing work with the state will get paid in 15 days instead of 30 days. We were able to work with the Libra Group to get the American Entrepreneurship Award. So now $500,000 going over the next 10 years to our Bronx businesses. For education, we were owed $76 million. We reduced it down to $61 million and able to find more ways to amplify our opportunities. So we worked with Apple to bring 450 computers to our students at Morris High School. We were able to find more ways to engage the My Brother's Keeper initiative, the first place in the country for $20 million for boys and young men of color. For equality for all, what we were doing around housing. 21% of our residents live in public housing. You say social housing here, so in the same premise. So we had to find more ways to engage in a very tangible way. $3.8 million going out in that manner to make sure we had changes for security and lighting, because a point that was made yesterday, which is very true, if someone doesn't feel safe and secure in their communities, nothing else matters in those communities. So we had to take a very conscious approach and a diligent approach, 2 different approaches. One we call the rule of the 5 Ps, proper preparation prevents poor performance, and the other is SAR, situation, action, and result. What would be that action? What would be that result in that manner? So tying it all together, we have transformed how people think about the South Bronx. We want for people not just to come and visit, but we want you to invest and be engaged. Because we don't want people just to think about the Bronx and think about hip-hop, doo-wop, salsa, and the Yankees. We want you to see the entrepreneurship that we have. We want you to see that we had the Growing Hope Special, and we had to have entrepreneurs, 17 tech companies. We want you to see how we've been able to advance the conversation around diversity. We want you to understand that there are some positive things that are happening. And equally, and I want to tie it to a global phenomenon in this manner, from what we're seeing from the recent election in the States, what you've seen in Brexit, what you've seen in Colombia, what you've seen obviously on this past Sunday through your presidential primary, hopefully we can understand there's an economic populist energy that is happening. There's a revolution that's happening in our communities, that if we don't get serious in our communities, providing economic opportunities for these individuals, we're going to lose these communities quickly. And so we made this very conscious vision of turning the Bronx around in that manner. We are now in the phases of launching the Bronx Foundation, so we can have one central place to provide resources. We're in the efforts of creating a universal hip-hop museum, so we can not just be the consumers, but be the creators. And finally, how do we think about energy and environment in all these different ways? We've had these conversations from all the points that I've made mention before. When you think about how 14 million tons are being utilized in trash throughout the year in New York, we have to be mindful of that. And so finding those energy opportunities that we have, so the big Berkshire experiment, which we talked about earlier in our side conversation, Sustainable South Bronx, or Block Power, the entities that can find energy opportunities to say, you know what, we're not just going to think about the environment and the negative, but turn things around the positive and make sure everything has an economic component. That's how we've been able to build a better Bronx. Très intéressant. Merci beaucoup, Michael. Michael, je voudrais vous poser une seconde question, parce que je suis que journaliste, mais je pense qu'un journaliste doit vous poser cette question. Aux États-Unis, on vit une période un peu particulière en ce moment, en Europe aussi, vous me direz. Le populisme monte. Donald Trump vient d'être élu, il sera bientôt au pouvoir. Et je le disais hier, j'ai lu un article très intéressant montrant que 300 villes américaines aujourd'hui se présentent, peut-être plus maintenant d'ailleurs aujourd'hui, se présentent en sanctuaire pour ne pas, disent, nous n'obéirons pas aux ordres d'un gouvernement fédéral qui nous demanderait de faire des choses
en matière d'immigration notamment, qui ne correspond pas à la vision que nous en avons. Vous venez d'expliquer ce qui a été fait au niveau local. On voit quand on agit au niveau local, on peut faire quelque chose. Donc ma question, ça serait, est-ce que les villes, l'action locale, c'est un antidote au populisme? Est-ce que c'est le bon antidote au populisme? Well, as a former journalist myself, I appreciate and love journalists, so we thank you for that. I think we have to Donald be... Trump n'aime pas les journalistes. Well, many of us are not very fond of Donald Trump, but that's a later conversation that we'll have at another time. I think this is a recognition of how do you recognize the past, the present, and the future in that manner, and how do you recognize that the changing demography of our country and of our communities across the globe is creating a fear, and that we have to understand that everyone can win at the same time. That in the same manners, how do we figure out in our communities where in New York and across the country that we have to be able to engage black, white, Latino, Asian, Native American, et cetera, where some can lose out on population, but that doesn't mean you're losing out on power. And so how does that tie to the election? How is that relevant to the election? What we've seen is, one, candidates matter, because you saw voter turnout being lower on both sides, and people need to be inspired and energized in that way. But equally, you cannot ignore the economic realities. And that in the same conversations, we have to be able to find ways that anyone's talking about Black Lives Matter can be able to engage folks in the Midwest that are talking about what happened to their factories. Because the reality is, if I don't have a job and I don't feel like I have hope, then I feel like I'm lost. And we're seeing that across the board. It's not just in the US, you're seeing that across the globe. When you recognize that the Minority Business Development Agency has said that by 2042, people of color will be the majority in the country. When you recognize that my previous career in working for President Obama and being at the White House, I oversaw the minority business portfolio, we had to often think about how do you engage and connect on the ground. What we're seeing right now, one, hopefully doesn't scare us off, because the reality is we've been through tougher moments as a people and as communities, and we will emerge and rise from this. But we have to learn from what's happening right now, that people feel like we're not hearing them. People feel like we're not giving them opportunities. People feel like they're disconnected. And we're having too many conversations where the individuals are pointing at each other rather than finding the universal connection in that manner. So I believe, one, there are a few things that will happen. Number one, we will be reminded of the economic conversation that we have to have at all times. If you want to talk about health care, then you have to understand that Medicaid waivers and changes that are happening around health care and health IT are economic opportunities. Our largest employer in the Bronx, Montefiore Hospital, and all that's happening there. If you want to talk about education, you have to understand that the individual, whether if they're in the Bronx and they're involved in a gang and they're standing on the corner, or if they're somewhere elsewhere in the world and they're part of a gang in that manner, you have to give them economic opportunities to get them a job to be connected. All of this is recognizing that, yes, there's a populism that's rising, but what we also have to do is rise wages and raise opportunities so that people feel connected in this manner. Finally, to tie this all together, just a very brief anecdote of why we have to stay inspired and stay engaged of where we're going. There was a little young boy named Jacob Philadelphia. Jacob's father, Carlton, was a national security staffer who was leaving the administration at that time. When you leave the administration, you have a chance to be in the White House for a departure photo. He came in and he said, "Mr. President, I have a question for you." He said, "Mr. President, I just got a new suit. Mr. President, I just got a haircut." But then he stretched out his hands and he said, "Mr. President, I was wondering if I could touch your hair to know if it feels like mine." I'm saying that because I want us to understand that regardless of what we're going through right now, that we have to constantly be thinking about who are coming after us and how we're creating opportunities for them. And our whole vision of what we're trying to do in the Bronx is indicate that no matter what your background may be, no matter what your zip code may be, opportunity will not be denied to you because of skin color, gender, or background that you may have. Merci beaucoup, merci pour la réponse. Patrick Klugman, avant de parler des relations internationales, qui est votre responsabilité au sein de la mairie, je voudrais peut-être que vous réagissiez à ce que vient de dire Michael Blake. C'est pas le Bronx à Paris, enfin il y a des endroits pas loin de Paris où c'est un peu le Bronx. Donc comment, dans une grande métropole, pour parler au-delà simplement de Paris, on doit agir, on l'a vu, on peut agir au niveau local en prenant ces préoccupations d'inclusion, c'est-à-dire après concrètement sur le terrain s'occuper d'insertion, d'éducation. Quelle est, peut-être pour le dire peut-être plus spécifiquement, on en a parlé hier, l'action de la ville dans ce domaine pour tenir les équilibres, sans quoi la ville peut évidemment déraper? Merci de votre question. Une ville, par définition, plus elle est attractive, plus elle va créer des inégalités.
c'est sa matrice. Et la première responsabilité qui est la nôtre est de ne pas la laisser faire, parce que vous avez deux tendances naturelles qui peuvent se développer et devenir mortelles pour une ville. La première, c'est de ne pas maîtriser la croissance d'une ville, son urbanisation, sa population, etc. Et dans ce cas-là, l'inégalité va devenir mortelle et vous allez avoir des quartiers abandonnés, des zones de non-droit, des problèmes de santé, de la mortalité infantile, etc. Et on a vu ça dans plusieurs mégalopoles, en tout cas à un des moments de leur existence. L'autre tendance, c'est la correction extrême. C'est une volonté de se protéger de la diversité en faisant des villes repliées, des villes ghettos, des villes protégées. Et donc, vous vous rendez compte que comment on en est venu au concept d'inclusivité, c'est que la force d'une ville est de gérer cela et de comprendre que plus elle va être attractive, plus elle va attirer des gens qui viennent de milieux sociaux différents, voire de pays différents, voire de très très loin. Et il ne s'agit pas de s'en protéger, il s'agit de savoir comment on fait fonctionner tout cela ensemble. Pour vous donner la définition de ce que fait Paris d'une manière très simple, et ce que nous cherchons à faire depuis 2 jours et à montrer ici, Paris développe, on l'a visité avec le président Chaussade, la station F avec Xavier Niel, qui va être l'endroit où nous allons accueillir le plus de start-up au monde. Et Paris, dans le même temps, et d'ailleurs de manière pas si lointaine, est en train de créer, en dehors de ses compétences, mais sur son budget, un camp pour accueillir des migrants, parce que nous estimons que personne ne doit dormir sur le sol à Paris et que chaque personne qui se trouve sur le territoire parisien doit être en mesure d'avoir un refuge et d'exercer ses droits. Et ce n'est pas 2 visions antagonistes, c'est une vision harmonieuse de ce qu'est la ville aujourd'hui, de ce qu'elle doit être. Sinon, nous sommes défaillants dans un sens ou dans l'autre. Et si je pousse mon exemple, quelles sont les villes dont Paris est le plus proche aujourd'hui ? Eh bien, si je regarde les priorités politiques, l'affectation des budgets, les inquiétudes, nos 2 villes dont nous sommes peut-être le plus proches sont des villes qui ne sont pas frontalières, qui ne sont pas du même pays que nous, mais c'est Londres et New York. Et vous verrez que les Londoniens et les New-Yorkais, les 3 dernières années, ont amené aux responsabilités des maires qui ont exactement les priorités politiques d'Anne Hidalgo. Et c'est extrêmement intéressant, c'est de construire des lieux pour accueillir la diversité sociale de leur ville, pour pas qu'elle s'appauvrisse de la diversité sociale. C'est ce qu'on appelle en anglais le affordable housing, les logements sociaux chez nous. Après, chacun a sa réponse. C'est de faire une ville qui soit durable, parce que derrière la durabilité, il y a la question de la santé, et que si nous perdons en durabilité, nous perdons en santé, nous perdons en attractivité, et c'est évidemment produire les services essentiels pour les citoyens et pour qu'ils profitent à tous. Et il m'amuse toujours de voir, y compris d'ailleurs dans le secteur privé, de monter en épingle des compétitions, par exemple, entre Paris et Londres, même après le Brexit, alors que si on se place, non pas sur la perspective historique, certes intéressante, de la guerre de 100 ans, mais sur une perspective internationale et à 10 ou 15 ans, Paris et Londres ont tout intérêt à travailler ensemble pour adresser la mondialisation, vue de Chine, vue d'Amérique latine ou vue d'ailleurs. Bah, c'est quand même Londres qui a commencé avec Boris Johnson à dire « je déroule le tapis rouge » parce qu'il y a les sans-culottes au pouvoir en France, venez à Londres. Hein. Londres a commencé... Vous êtes sympathique, vous avez raison, il faut tendre la joue gauche. On a tous rigolé des blagues de Boris Johnson. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse autant rire aujourd'hui qu'elle le faisait à l'époque. Mais maintenant, la question, c'est de savoir comment on bâtit un monde où il y a des échanges, où il y a de l'interconnectivité, où une entreprise peut être à Paris et à Londres, si c'est plus intéressant pour elle d'avoir une partie de ses effectifs là et là, plutôt qu'à faire des choix qui ne sont pas pertinents. Donc, nous, nos politiques municipales, nous les conduisons avec les mêmes priorités. C'est pour ça qu'on a des villes sœurs qui sont très loin de nous. Et heureusement, dans un monde qui est numérisé, en tout cas dans les métropoles, on arrive à collaborer et à bâtir des programmes communs d'échange, à se donner des idées. Par exemple, nous avons emprunté à New York la carte des résidents. N'importe qui à Paris peut avoir une carte de résident qui donne accès à des services essentiels. Cette idée est née d'une discussion que nous avons eue avec le maire de New York autour d'un déjeuner. Eh bien, il y a
quantité d'idées que nous prenons les uns aux autres pour bâtir des villes plus fortes et plus inclusives. Et je pense même qu'on peut aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire des politiques communes de villes qui ne sont pas sur le même territoire. Alors justement, voilà est-ce qu'on peut... inclusivité et internationale. Est-ce qu'on peut exporter les recettes d'une ville? Paris est quand même une ville, vous l'avez dit, qui fonctionne pas si mal, même si les citoyens toujours critiquent ou reprochent. Et est-ce qu'à l'international, il y a une politique de coopération, notamment à l'égard des villes du Sud? Il y aura tout à l'heure une conférence sur les villes africaines, dont l'urbanisation va exploser. Est-ce qu'on peut exporter les savoir-faire, les meilleures idées? Vous avez importé celles du Bronx. Est-ce que Paris s'exporte dans ces politiques-là? Paris s'exporte formidablement dans ces politiques. Paris est une des villes, peut-être la ville, l'une des villes en tout cas la plus active sur la scène internationale, à un moment où il y a une vraie métropolisation des relations internationales. Et Paris là-dessus est un rôle à la fois de pionnier et de leader, et vous l'observerez de bien des manières, notamment quand Anne Hidalgo, à Mexico dans 10 jours, va prendre la présidence du C40. C'est un exemple de l'attractivité de Paris sur la scène internationale. Pour prendre des exemples très concrets, on voulait développer un système de transport à Paris. Je ne veux pas gêner Monsieur Chaussat, donc je prends des exemples qui ne sont pas ici représentés. Mais on voulait développer un système de transport propre à Paris avec un véhicule en autopartage qui soit complètement électrique. À l'époque, les constructeurs français ne savaient pas produire cela. Et il y a un industriel qui a pris un risque, qui est Bolloré, et qui a développé un projet pour Paris, en fonction de la demande politique qui était très claire, un véhicule qui soit possible en autopartage avec Paris et son interconnectivité avec la banlieue et qui soit totalement propre pour 4 personnes. Et c'est comme ça qu'est né le système Autolib. Pas coûteux pour les finances publiques, qui correspond à une vision citoyenne et à une vision un peu révolutionnaire du transport urbain. Et bien depuis, et Autolib comme mode de gouvernance et le système en lui-même et l'automobile s'exportent dans le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une solution innovante et une manière intelligente de mêler le public et le privé, chacun à sa place. Nous ne savons pas construire de voitures, nous ne devons pas le faire, nous ne savons pas gérer cela, y compris la technologie, mais nous savons ce que nous voulons pour nos citoyens et pour préparer la ville du futur. Et voilà comment cette vision s'exporte de plus en plus. Mais évidemment, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. Et pour finir, sur comment nous aidons les villes du Sud, nous avons des outils qui sont magnifiques et qui sont peu connus. Il y a eu ce qui s'appelle le 1% eau, qui est une disposition de la loi Santini d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qui permet aux villes d'affecter 1% du montant de la recette affectée à l'eau pour des actions de solidarité à l'international. Ce dispositif a été complété pour faire des actions de solidarité dans le domaine des déchets. Et voilà comment, avec des grandes entreprises qui peuvent chercher à interagir localement, comment avec des collectivités du Sud, nous montons des actions de solidarité avec des budgets sanctuarisés, ce qui est totalement essentiel dans une période où on a des restrictions budgétaires et où les citoyens sont très regardants, et ils ont raison, mais nous savons, en tant que collectivité, en tant que ville de Paris, maintenir ces budgets, c'est à peu près 2 fois 1 million d'euros par an, pour donner des chiffres, ce qui est très peu pour des budgets d'État, mais assez conséquent pour une collectivité, et c'est comme ça que nous bâtissons des ponts avec des villes amies comme Abidjan, avec laquelle nous avons fait un travail sur la lagune par exemple, ou avec évidemment beaucoup d'autres villes. Merci Patrick. Jean-Louis Chaussat, cette coopération internationale, les villes du Sud, là on vient de parler de la loi Oudin-Santini, effectivement, dans le domaine de l'eau, étendue aux déchets, je ne le savais pas. Vous-même, vous appliquez des recettes finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des innovations même qui sont inventées dans les villes du Sud dans lesquelles vous travaillez et qui pourraient être utiles chez nous? Je pense que la problématique des villes du Sud, en tous les cas des villes en développement, n'est pas du tout la même que celle des villes développées. Quand vous regardez Paris, par exemple, Paris, sa géographie, si je puis dire, son extension, elle est fixée, elle est définie. Donc, j'allais dire, la ville de Paris joue à l'intérieur d'un périmètre défini. Alors que les grandes villes en expansion du Sud, elles vivent dans un monde en mouvement beaucoup plus fort, où justement les nouvelles technologies sont absolument essentielles pour aller plus vite et mieux vers une ville inclusive, en tous les cas une ville moderne et une ville compétitive. Alors des exemples, moi on a parlé de la loi Oudin-Santini, moi je pourrais vous dire ce qu'on fait à Meknès au Maroc, puisqu'on vient de la COP22, c'est une modernisation
des décharges de la ville de Meknès, qui a finalement 3 avantages. On récupère le méthane et avec ça on produit de l'énergie, donc on diminue les gaz à effet de serre, on produit de l'énergie entre guillemets gratuite. Ensuite on évite une pollution des sols et des nappes phréatiques. Et puis enfin les 150 personnes chiffonniers qui étaient sur la décharge, on leur a donné un métier, ils se sont mis en coopérative, etc. Voilà une structuration d'une problématique qui est très importante pour les villes du Sud, qui est en train de se faire, et c'est un exemple de coopération à la fois publique et privée, puisqu'on l'a fait évidemment avec la ville de Meknès et avec les habitants. Joël, on va devoir conclure, on dépasse déjà de 4 minutes. Peut-être un mot sur une idée que vous avez, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, l'intelligence collective. On dit souvent Paris est une ville intelligente lorsque les Parisiens sont en vacances. C'est un joke, évidemment. Est-ce que le... Non, Patrick, ne le prenez pas mal. C'est une plaisanterie. Est-ce que l'intelligence collective de la ville est une forme finalement de réinvention aussi là, de la ville pour tous, une forme, je parlais d'antidote tout à l'heure, les villes comme antidote au populisme. Est-ce que cette intelligence collective qui est générée par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, c'est pas aussi une forme de contre-pouvoir qui est en train aujourd'hui d'apparaître dans la ville, qui fait que d'ailleurs les élus de ces villes ne peuvent plus gouverner la ville de la même façon parce que ça s'est complètement dispersé et c'est plus du tout la même façon finalement de voir le futur. Alors j'ai parlé tout à l'heure de désintermédiation et je voudrais revenir sur cette notion dans le cadre de l'intelligence collective. On dit la ville intelligence, smart city, mais ce sont les gens connectés entre eux qui sont intelligents qui provoquent cette intelligence collective. Par exemple dans le domaine de l'énergie, de la coéducation, de la santé, du trafic. Je vous donne quelques exemples très rapidement. Dans le domaine du trafic, on a un logiciel qui s'appelle Waze, qui a été repris par Google, qu'utilisent tous les chauffeurs de taxi pour faire en sorte que les informations données aux uns et aux autres créent une intelligence collective qui permet sur une carte d'afficher les embouteillages et les endroits où on peut aller le plus rapidement possible. Ça, c'est une forme d'application d'une intelligence collective à l'intérêt de tous. Autre exemple, dans le domaine de l'énergie, où on a parlé de Bronx tout à l'heure, moi je voudrais dire ce qui se passe à Brooklyn en ce moment, grâce à l'intelligence collective des gens et à la blockchain, qui est un système de distribution sans intermédiaire, les gens peuvent échanger de l'énergie entre eux, produire leur propre énergie et l'échanger avec d'autres et se faire payer pour ça. Autre domaine, dans l'éducation, l'intelligence collective, c'est la coéducation. Bien entendu, il y a des systèmes comme les MOOCs, Massive Online Open Course, qui dans les villes se développent de plus en plus pour permettre aux gens d'accéder à des formations auxquelles ils n'auraient pas accès dans les universités ou dans les lieux centralisés. Mais il y a aussi des villes dans la ville. La Cité des sciences et de l'industrie où je travaille est une ville dans la ville qui permet de montrer aux gens comment va se passer le futur, leur donner envie du futur et créer des conditions d'intelligence collective pour que les gens puissent se réunir, faire des visites à d'autres, les enseigner et faire une coéducation transgénérationnelle entre les seniors et les juniors. Donc oui, l'intelligence collective, elle existe. Ce n'est pas la ville qui est intelligente, c'est l'intelligence collective des gens connectés entre eux qui, dans le domaine de l'énergie, je donne un exemple, dans le domaine du trafic, j'en ai donné un autre exemple, dans le domaine de l'éducation et même de la santé, on peut avoir des changements considérables qui sont dus à l'usage des citoyens dans la ville du futur et pas seulement la smart city. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas tellement ce mot smart parce que je considère que porter l'intelligence sur la ville ou la smart car ou le smartphone, c'est dépriver l'homme de ce qui fait son intelligence, c'est-à-dire l'émotion, la sensibilité, l'affectivité, l'empathie, l'altruisme. Donc je préfère dire que quelque chose qu'on qualifie de smart, entre guillemets, est tout simplement proactif, interactif, en temps réel. Si quelque chose, un objet, est proactif, interactif en temps réel, appelons-le smart. Donc la même chose pour Smart City, mais l'interactivité et le temps réel, c'est nous. Très bien, merci. Pour terminer, Michael Blake, what is the smartest place in South Bronx to be if we are in New York? Did you just invite yourself to my house? Is that what just happened right there? Well, when you all come and visit us in the Bronx, come to Little Italy. We'll make sure you eat well. We'll make sure you have a great celebration when you come on out. Don't worry, don't let the election deter you from visiting us in New York. We welcome everyone. Merci beaucoup, on va venir. Pour terminer, restez encore là. Deux choses. Est-ce qu'on pourrait voir les dessins qu'a produit notre ami Yacine pour
illustrer notre table ronde. J'ai vu qu'il s'est bien amusé et parfois mes questions peut-être impertinentes l'ont conduit à imaginer un président américain dont j'ai reconnu la chevelure. Je ne sais pas si on va le voir. Et pendant qu'on voit les dessins d'Élix, restez avec nous. Je vais demander à Raphaël Goumin, qui est directeur marketing France de YouTube, c'est vous, de venir peut-être, on va vous donner le micro, avec nous pour terminer cette table ronde avec la présentation d'une initiative sur laquelle la ville de Paris a travaillé avec YouTube, qui est un festival qui a été, vous allez nous en parler, qui a été lancé avec de jeunes adultes qui ont réalisé des films sur le thème de la fraternité. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce projet qui s'appelle « Toi-même tu filmes », qui s'inscrit bien dans cette idée de la ville inclusive. Absolument. Donc bonjour à tous, je suis Raphaël, je suis le directeur marketing de Google France et de YouTube France. Et je viens ici en fait vous raconter une histoire qui est en fait un pilote d'initiative. Peu de tester ici en France, qui consiste, en parlant de thèmes de ville inclusive, à aller donner la parole. On va vous donner un autre micro, oui, peut-être, si on ça peut. sera mieux. Attendez. Pardon. Merci beaucoup. Allez-y. Pardonnez-moi pour ça. Et donc l'idée, en fait, c'est d'aller à la rencontre des gens qu'on entend peut-être un petit peu moins. Et donc, depuis le mois de juillet cette année, YouTube et YouTube France est allé dans 50 villes en France pour organiser une tournée qui s'appelle « Toi-même tu filmes », qui avait un double objectif. Le premier, c'est d'aller à la rencontre des jeunes pour aiguiser leur sens critique et les former à déceler eh bien, l'information et potentiellement les discours de haine auxquels ils pouvaient être exposés. Et la deuxième, c'est créer les conditions pour les inviter à prendre la parole et à s'exprimer sur le thème de la fraternité. Et tout ceci, nous l'avons fait en partenariat avec des associations, des spécialistes de la créativité sur YouTube et un certain nombre d'élus locaux. Ce que je vous propose, en fait, c'est de regarder un petit film qu'on a juste derrière et qui raconte, en fait, cette aventure et qu'est-ce qui s'est passé sur cette tournée. Puis après, je vous donnerai un peu plus de détails. Ensuite, on présentera le lauréat. Absolument. Est-ce qu'on peut lancer La le film ? fraternité, pour moi, c'est des gens tous ensemble. Tous les soirs, en fait, il y avait les grands de mon quartier qui allaient aussi à Porte de la Chapelle pour donner à manger aux réfugiés. Et j'ai des copines à ma mère qui passent à la radio locale souvent pour faire des appels aux dons. Les gens, ils développent des clichés sur les gens, sur les autres. Ces clichés nourrissent parfois des discours, ces discours de haine, qui nous divisent, qui nous séparent. Ce qu'on va essayer de faire, enfin je pense que vous l'avez compris, c'est d'essayer de rester vigilant pour préserver notre fraternité. Et ça passe par un truc tout bête. Quand je reçois une information, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Comment je l'aperçois? Et du coup, après, comment moi je peux la donner? Je suis pas simplement là pour croire, je suis là aussi pour analyser. On s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes dans le cerveau qui pouvaient favoriser ces comportements, ces discours peu fraternels. Ça s'appelle les biais cognitifs. C'est les petits raccourcis que fait notre cerveau pour prendre connaissance du monde autour de lui. Le biais de généralisation hâtive. Il y a 7 milliards d'habitants dans le monde, on ne peut pas tous les connaître. Donc notre cerveau va les ranger par groupe et il va juger que tout le groupe est comme les quelques individus qu'il connaît ou dont il a entendu parler. Et puis, ensuite, dans les médias auxquels vous allez être confrontés, les images, il y a la façon de les mettre en scène. D'abord, il y a le cadrage. Et ensuite, il y a le montage. Pensez-y pour vous, quand vous regardez des films au cinéma, à la télé. Mais là, on va surtout parler un peu des histoires. Comment est-ce qu'on écrit une histoire? Pour s'exprimer, pour donner vos idées. C'est l'occasion pour vous d'en profiter parce qu'une vidéo, c'est vraiment un outil hyper puissant pour faire passer ses idées. Vous allez les écrire et demain, on va les shooter. Ah, mais j'ai une idée alors. Un poème récité pendant que tu danses. Voilà. Créer une sorte de mini-civilisation rapidement avec des mains. Flight est réalisateur. Flight Spielberg. Toi, tu dis ça tourne. Et à ce moment-là, toi, t'arrives, tu fais juste clap, action. Tu peux mettre le son, ça va nous inspirer. Mon coach, pour moi, c'est comme mon deuxième père. On est dans la fraternité ou pas? Fraternité. Ramène-moi pour moi là.
Ça, c'est... Vous voulez voir les films ou pas? Ouais. Là, vous êtes vraiment sûr? Ok. Wow, ça c'était du lourd. Comme on dit, il n'y a pas de feu sans étincelle, et quand il n'y a que des étincelles, bah, ça fait un feu d'artifice. Aïe, aïe, aïe. Alors Raphaël, peut-être bravo d'abord pour cette initiative. Il y avait un concours, donc? Absolument, il y avait un concours. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes rendus avec des partenaires dans 50 villes. La tournée a duré 100 jours et a impliqué 800 jeunes. Une journée type en fait se décomposait en 2 jours. La première consistait en fait d'un parcours de formation où on allait effectivement donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent décrypter l'information, analyser un message, qui est l'émetteur, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif, qu'est-ce que c'est qu'un biais de généralisation, etc. Tout ça, on l'a fait en partenariat avec une association qui s'appelle Génération Numérique et qui nous a aidés à faire ceci. À l'intérieur des MJC, des maisons donc de la jeunesse et de la culture et de tout un tissu de structures associatives localement. Ensuite, ce qu'on a essayé de mettre en place, cette fois-ci avec l'association Mobile Film Academy, c'était un dispositif, une sorte d'atelier dans lequel les jeunes avaient la possibilité d'écrire une histoire, de la tourner, de la filmer donc, et ensuite de produire une petite vidéo de 90 secondes célébrant le thème de la fraternité. Et là, vous avez vu un certain nombre d'exemples. Ce qui est absolument formidable dans ce genre de dispositif, c'est que lorsque vous libérez les énergies et la créativité, vous vous retrouvez avec des vidéos sur des registres tout à fait variés, qui touchent au sport, à la musique, à la danse. Et c'est absolument spectaculaire le nombre de soumissions qu'on a pu voir à l'issue de cette tournée. Au final, c'est plus de 200 films qui ont été créés, qui ont été du coup uploadés par YouTube et qui ont été vus par des milliers de personnes. Donc finalement, il y a eu un espèce d'effet de contagion grâce au numérique, puisque de nombreuses personnes ont pu être sensibilisées et écouter comment est-ce que ces jeunes s'appropriaient un concept de fraternité, de mieux vivre ensemble, etc. Alors, on va voir qui est le lauréat, parce que le temps presse, donc pardon, je raccourcis un petit peu. Absolument. Le lauréat, simplement, il gagnait, je crois, une formation à Los Angeles, au YouTube Space. Absolument. La plupart des lauréats en fait venaient, ça ne s'arrête pas là, on les équipe de plus de formations. Donc en l'occurrence c'est la MJC Nelson Mandela à Grigny qui a gagné. Un des prix consiste à aller au YouTube Space, qui est une structure où on accueille ces jeunes pour les former à devenir encore plus experts en vidéo. D'autres qui ont gagné pourront venir au YouTube Space de Paris où ils pourront recevoir de la formation, d'autres recevront du matériel pour pouvoir filmer. Et là ce que je vous propose c'est de voir un petit peu justement la créativité d'un discours. Cette vidéo est très engagée, vous allez voir, mais du coup, ça lui donne un cachet tout à fait intéressant. Et elle cherche à lutter contre les préconceptions qu'on peut avoir et les clichés. Allez, on la regarde et puis on passe à la table ronde suivante. Toi, t'as quoi de plus que moi? Mais moi, j'ai l'argent. Toi, tu penses que ça fera ton bonheur, tout cet argent? Mais peu importe, ce que tu recherches pour être heureux, non? Tu penses qu'on t'aime pour ce que t'es ou pour ce que t'as? Mais moi, ma femme, elle est heureuse avec ce que je lui offre. Mais moi, ma femme, je peux la voir tous les soirs. Mais moi, avec ce que j'ai ici, là, moi, je peux avoir ta femme, celle que tu vois dehors et celle dont tu rêves. Toi, t'as quoi de plus que moi? J'ai un pénis, wesh, ça te fait fort. Ouais, mais nous, les femmes, on donne la vie. Sans ta mère, tu serais même pas là en train de te vanter ta supériorité. Ouais, mais vous, les femmes, vous êtes et vous resterez d'éternelles dépendantes de l'homme. On restera financièrement dépendante tant qu'on sera moins payé en raison de notre sexe. Ah, mais qu'est-ce que votre sexe apporte à l'humanité? Mais toi, t'as oublié, grâce à quelle femme tu peux t'asseoir dans un bus maintenant? Ah ouais, qui? Rosa Parks. Ouais, gros. Ah, tu fais le beau gosse, toi. Mais t'as quoi de plus que moi, toi? Moi, j'ai une fierté. J'ai ma communauté derrière moi. Et toi? Quoi? Ta communauté vue comme des terroristes? Non, moi, on est solidaires. Vous, pendant l'esclavage, vous vous vendiez entre vous. Quoi? Vous êtes les premiers esclavagistes de l'histoire. T'es fier de ça? Peu importe. Il y a une chose dont je suis sûr. Vous n'aurez jamais nos femmes. Écoute, gros, en 2016, il n'y a plus vos femmes, nos femmes. Maintenant, c'est les femmes. Et elles décident avec qui elles veulent passer leur vie. Des mecs comme moi. Au final, voilà ce qui se passe. Quand on regarde ce qui nous divise, plutôt que ce qui nous rassemble. Personne n'a rien plus que vous. Voilà. Bravo. Merci infiniment. Merci Raphaël. Merci. Un dernier mot et on va... Je pense que ce
qu'il faut retenir de ce genre de dispositif, c'est que aller sur le terrain d'une part, pardonnez-moi, aller sur le terrain, travailler avec un tissu de partenaires et les élus locaux, et enfin créer un concept qui libère la créativité et donne la parole à tous, ça donne des choses assez fantastiques. C'était un test, on repartira sur la route l'année prochaine pour continuer d'apprendre, mais je pense que c'était une bonne inspiration, du moins un bon exemple d'un dispositif qui permet justement de créer des villes plus inclusives. Voilà, merci à tous pour votre attention en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous les participants à cette table ronde, merci de votre patience.